Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'attendais énormément, j'espère que vous aussi. C'est une vidéo sur le Flippy Drive, donc la nouvelle technique, on va dire, de hack de GameCube. Ça va vous permettre, donc un peu comme le Picoboot, ça vous permet de lancer vos ISO, des choses comme ça. Le point fort de celui-là, alors déjà c'est une interface qui est bien plus stylée, vous avez l'impression de rester sur votre GameCube. C'est la même interface que la GameCube et c'est surtout sans soudure. Voilà, mesdames et messieurs, si vous n'êtes pas très fort en électronique, vous avez peur de souder, que c'est compliqué, qu'il faut acheter du matos, je peux le comprendre, et bien avec ça, c'est résolu, hein. En fait en 15 minutes c'est monté dans votre bécane et c'est fonctionnel. Je peux pas dire mieux. Alors ça mène d'autres petites choses. Avec ça vous allez pouvoir mettre une carte réseau, carte wifi intégrée, vous connecter par la suite avec des homebrew, faire du chargement de jeu sur un réseau, sur votre PC, bien d'autres choses qui vont venir. Ça a intégré le CubeBoot directement à l'intérieur, comparé au Picoboot où il faut charger un programme. Là le CubeBoot, de ce que j'ai compris, est intégré à l'intérieur. Donc qui dit CubeBoot, ça je vous en avais parlé, je l'avais fait sur la GameCube verte de Prestart, mais je crois que je vous l'avais pas montré comment je l'avais fait, j'avais complètement zappé cette étape dans la vidéo. CubeBoot, ça vous permet aussi de changer la couleur du logo au démarrage. Alors à voir, parce que normalement voilà, on peut le faire, mais on a un fichier sur la carte SD. Là, j'ai pas encore fait, c'est la première fois que je découvre avec vous, donc écoutez, c'est parti. Donc aujourd'hui on va avoir besoin tout simplement d'un Gambit 4.5 pour ouvrir la console, un petit cruciforme normal. Il vous faudra une carte SD, là pareil on n'a pas besoin de SD to SP2, on va rien mettre en dessous de la console puisque le lecteur de carte est intégré à l'intérieur. J'ai pris ça, j'ai complètement zappé qu'il me fallait une carte, donc j'ai ça, mais pas très rapide, hein, c'est du 90 mégasecondes, c'est une 64 Go, c'est pas oufissime en termes de capacité. J'avais plus que ça, pour la démo ça ira bien, puis de toute façon j'ai une console qui est déjà bien modifiée. Celle-ci elle va surtout faire joli sur mon étagère, donc s'il y a une petite carte pas trop rapide dedans, voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans? Alors dans la boîte, je l'ai ouvert, je l'ai mis à côté, parce qu'en fait une fois que je l'ai déballé, j'ai pas compris comment ils avaient réussi à faire rentrer tout ça là-dedans. Il fallait plier les trucs, j'avais un peu peur. Donc ne cherchez pas ce produit encore, enfin si vous regardez cette vidéo tout de suite, hein, si vous la regardez dans un an c'est bon, mais si vous voulez acheter ce produit tout de suite, vous ne le trouverez pas dans vos boutiques préférées, puisque c'était un crowdfunding, moi je l'ai commandé il y a déjà 6 mois, et voilà, je suis enfin livré. Hop là. Donc dedans, un petit sachet, rien de spécial. La doc, je vais vous mettre le QR code si vous voulez suivre avec moi. Un petit coup de QR code là-dessus, je vais vous le mettre à l'écran. Et vous avez la doc. Il n'y a pas de doc livré avec, mais bon voilà, c'est doc.flippydrive.com, je crois, un truc comme ça. Vous avez donc tout simplement, je vous le mets aussi en photo si vous voulez. On a une nappe que j'ai commencé à rader, c'est très simple, il suffit de la plier comme ça, un peu en V. Et c'est ça qu'on va les mettre dans la console. Et en fait c'est un émulateur, donc le Flippy Drive est un émulateur de GD-ROM, de CD-ROM, de DVD-ROM de la GameCube, je sais plus le terme, je suis désolé en ce moment, le petit support qui va nous permettre de le faire tenir comme il faut sur le côté de la console. Et donc on va mettre ça entre le CD-ROM, le lecteur de disque de la GameCube. On va le mettre dans le lecteur de disque de la GameCube, on va remettre la GameCube par-dessus, ça fera contact, et il y a ça qui va sortir sur le côté, qu'on va ramener comme ça, tac, sur la petite carte qui est ici. Je fais attention parce qu'en fait il y a deux petites vis dedans microscopiques, j'ai pas envie de les perdre, donc voilà, c'est ça. Donc là on va venir connecter la nappe, et là on peut y mettre sa carte SD, tout simplement, voilà. Il y a un petit lecteur en plus, généralement ça c'était comme sur le Picoboot, on en avait un aussi pour aller mettre le programme, mais là de ce que j'ai compris, voyez, on a un bouton, c'est un peu le même principe, hein. Sur le Picoboot on devait appuyer, brancher, là ça nous demandait un fichier, on lui donnait un fichier UD3 je crois de mémoire, et voilà, là normalement il est préchargé, on n'aura pas à le faire, et normalement il peut se mettre à jour aussi via la console, par la carte SD ou par le port USB, j'ai entendu, il n'y a pas de port USB d'ailleurs. Ah, le port USB, bah oui c'est ça, je suis bête. Voilà, là donc là vous voyez on a 2-3 petites vis
2-3 petites vis, 4 vis, et le support là, ça c'est si vous avez plus de lecteur en fait, ça vous permet d'écraser la nappe dedans à la place du lecteur. Donc là par exemple, nous on va pas, je ne vais pas l'utiliser dans cette vidéo. Donc voilà, c'est super simple, sur le papier en tout cas. Alors pour cette vidéo, je suis allé sortir vite fait parce que du coup ma console était déjà... Je suis allé farfouiller dans mon bazar, trouver une GameCube. GameCube que je gardais pour un petit projet bien complet. Et justement, ce Flippy Drive, ça va être fait partie de ce projet. Donc là, on voit que celle-ci, elle a un lecteur de Game Boy. Elle a un Game Boy Player en dessous. Donc là, comme ça, je vais faire une console vraiment complète. Bien sûr, dans cet exemple-là, on n'a pas besoin de lecteur. Et donc c'est une japonaise, donc on va voir si Flippy Drive marche bien sur une console japonaise. Mais vous inquiétez pas, vous pouvez avoir une PAL, une US, ça change rien au bousin. Donc j'espère que la console marche, parce que sinon, faudrait que j'en fouille une autre, puis il me restait que une argent que j'avais envie de garder. Et après j'ai une orange, mais l'orange aussi je voulais la garder full stock. Alors après il n'y a pas de soudure, je pourrais très bien la démonter après la vidéo, mais voilà, ça ce serait le projet, la première pierre du projet Pikachu. Alors voilà, j'utilise un peu la suite des prochaines vidéos qui viendront dans l'année. On va continuer sur cette GameCube, vous la reverrez plusieurs fois. Petit bémol, déjà celle-ci, le problème habituel que j'ai trop souvent sur les GameCube. Le bouton qui revient pas, ça j'espère. J'ai jamais réussi à comprendre pourquoi il revenait pas. Faut que je m'y colle. Si vous avez un tuto sur les boutons qui restent coincés, GameCube, allez-y, envoyez-le moi. Étape numéro 1, je vais enlever ce Game Boy Player. Oui, j'enlève le Game Boy Player avec une lime. Je sais pas où est mon cruciforme. Mon tournevis plat. Ok, allez. Hop là. Ouais, vous voyez pourquoi quand vous achetez des japonaises, vous avez très souvent des caches manquants. C'est parce qu'ils avaient énormément de Game Boy Player chez eux, comparé à chez nous, on l'a quasiment pas eu, pas vu, pas pris. Eux, ils en avaient très souvent, donc autant en France, je sais pas pourquoi les gens perdaient leur cache, autant quand ça vient du Japon, c'est pour ça. Voilà. Démontage de GameCube, Gambit 4.5, lien dans la description si vous en avez toujours pas. Je déteste ce clac quand on déteste. Franchement, la GameCube, pareil, très fragile au niveau de ces grands tubes en plastique en fait où est vissée la vis. Ça claque, c'est vieux, ça n'a jamais été démonté et ça m'arrive de temps en temps que ça casse. Et j'y vais tout doucement et vous entendez ces claques infâmes au moment du premier vis qui a jamais été enlevé depuis 30 ans, hein, je sais plus quelle époque elle a, 20, 25 ans. Ouais. Clac, c'est affreux. J'avais jamais fait gaffe, je viens de remarquer maintenant, mais en Europe il me semble que notre étiquette elle est là et que là il n'y a rien du tout. Parce que je me suis imprimé des étiquettes pour quand je vais faire des moddings, des customs de consoles françaises et je me suis fait une étiquette carrée. Du coup, j'aurais dû penser que quand je vais modder une japonaise, il faudrait que je me fasse une petite étiquette là. Ah putain de merde. Sérieux. Pourquoi ils ont pas foutu les étiquettes au même endroit? Est-ce que ça part tout en quenouille? Est-ce que tout est cassé? Hop là. Pika pika. Ok. Donc, spoiler alerte. Le connecteur va venir se mettre là avec une petite la languette qui va arriver de là. Je commence à avoir très peur sur cette GameCube. Est-ce qu'elle va marcher? Je vois que c'est tout rouillé. La rouille part avec mon doigt. C'est très bizarre. C'est très sale. En fait, je sais même pas si cette console fonctionne. On va la démarrer un petit coup déjà quand même. Ok. Bon, déjà elle s'allume électriquement, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'on a là? Ok. J'ai le son. Et j'ai pas d'image. Alors j'ai pris un câble qui traînait. A few moments later. Alors comme sur toutes les GameCube, quand on la démonte, on commence par enlever la petite façade. Voilà. Format, merci bien, au revoir. Ensuite, on a à peu près 12 vis. On peut enlever aussi l'arrière, pardon. Hop, ça aussi, au revoir. Après on enlève à peu près 12 vis tout autour. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Là il y en a deux petites là et là sous le ventilo. Je passe en accéléré, hein. En fait je vous ai déjà fait une vidéo sur le démontage et le changement de pâte thermique sur une GameCube, donc je vous invite à aller voir la vidéo plus en détail si ça vous intéresse à ce niveau là. Donc 14 grosses vis autour, après on enlève les 4 petites qui sont au-dessus des ports manettes. Alors, quand vous faites cette modif, je vous invite quand même à en profiter pour le nettoyer, pourquoi pas changer les pattes thermiques de votre GameCube, mettre un petit coup de nettoyage de la lentille, vous faites un petit check-up quoi. Voilà. N'hésitez pas à aller voir mon autre vidéo sur le changement de pâte thermique. Donc voilà, on en fait tout ça, c'est pour pouvoir enlever donc ce fameux bloc optique, donc toute la partie métallique plus le bloc optique. Hop, pour arriver jusqu'à cette prise, c'est là qu'on va venir fixer la petite nappe. Et c'est là que donc, ça après par-dessus le lecteur vient reposer, vient écraser la nappe pour faire contact. Et donc faire l'émulation du bloc optique. Donc après vous pouvez toujours utiliser votre lecteur, et s'il ne marche pas vous pouvez aussi le remettre par dessus. Et si vous voulez gagner de la place dans votre GameCube, s'il ne marche pas, que vous êtes vraiment sûr qu'on ne peut pas le réparer, que même en changeant les condensateurs dedans ou en nettoyant la puce elle est vraiment morte, que vous voulez le virer, gagner de la place, eh bien vous pouvez utiliser le petit connecteur noir qui est fourni en plus pour faire bouchon en fait, pour venir appuyer dessus à la place du lecteur. Voilà, donc cette GameCube est quand même bien, vous voyez, elle est toute rouillée là, je sais pas pourquoi. Et puis elle est super crade, donc de toute façon je vais en profiter pour nettoyer un petit peu tout ça. Et en dehors de la caméra, je n'ai pas réussi à avoir d'image sur cette GameCube, j'ai eu le son. J'ai essayé 2 câbles vidéo Péritel, RGB, non RGB. J'ai essayé la sortie HDMI, je n'ai pas de vidéo. Donc je vais couper 2 minutes et je vais changer la carte mère parce que j'ai pas de solution là tout de suite. Je verrai plus tard si c'est possible de la récupérer, c'est peut-être juste un condensateur qui est mort. Là en l'occurrence j'ai pas ce qu'il faut et j'ai pas le temps, donc je vais carrément changer la carte mère. À tout de suite. A few moments later. Voilà, carte mère changée. Je pense que sur l'autre, c'est les condensateurs qui sont morts parce qu'il y en a un qui est bizarre là, qui est comme une croix, un peu comme les vieux condensateurs qui avaient tendance à éclater. Là, je vois ils sont lisses, quoi qu'il pourrait être un peu bombé. Mais celui-là, on a l'impression qu'on voit la croix. Alors ça a peut-être rien à voir, mais bon. En plus, la console fonctionne, j'entends le son. Il y a de grandes chances que, un peu comme sur une Super Nintendo, j'ai envie de dire, ce soit juste les condensateurs le problème. Alors à savoir que si un jour si vous devez changer une carte, les condensateurs d'une carte GameCube, il y en a 2 modèles. Il y a la CPU 01 et la CPU 10. Alors CPU 01 c'est facile à voir, c'est écrit. Et puis vous verrez c'est celle qui a que 6 condensateurs. Vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le kit il fait que 6 condensateurs. Alors que la CPU 10, alors déjà je sais pas où il est marqué le CPU 10, je le vois pas. Mais par contre il a toute une ribambelle de condensateurs. Voilà, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, il y en a 2 de plus. J'exagère mais c'est beaucoup plus... vous voyez la différence? Donc voilà. Vous pouvez pas vous fier au DOL 001 ou au DOL 101, surtout si il y a des gens comme moi par exemple, ils ont changé les cartes mères, les choses comme ça. Donc il faut ouvrir votre console pour savoir quel kit de condensateur il vous faut. Et il y a aussi des fois des personnes qui vendent le kit avec les condensateurs pour le lecteur. Donc là pareil, le lecteur il suffit d'enlever les petites vis en dessous, d'ouvrir et dedans il y a toute une série de condensateurs aussi. Voilà. Donc voilà. Cartes. J'ai toujours 2-3 cartes japonaises d'avance quand j'ai des boîtiers qui sont trop éclatés et tout. Donc là condensateur neuf avec dissipateur thermique changé, donc c'est très bien pour mon projet Pikachu. Carte mère neuve, carte mère refaite à neuf, carte mère refaite à neuf, ouais. Donc voilà, très bon début de gros projet. Au moins on part sur une base saine. Et celle-ci, l'autre, je pense que j'irai juste tout simplement changer les condos et qu'elle devrait repartir sans problème. Je remets ces 6 vis et on rattaque le tuto où on s'était arrêté. A few moments later. Ok, donc retour au tuto. On va donc mettre notre nappe. Donc la nappe,
on la prend, on regarde c'est le côté avec le petit triangle. On la courbe et on l'aplatit. On fait un petit V là. Vous verrez ça aussi, de toute façon c'est écrit dans la doc. Voilà. Petit tuto vidéo. Donc on l'applique comme ça. Et on va venir l'écraser et la mettre dans le port. Quand on lit un notice, on se dit tiens, ils sont sûrs que ça tient et tout, mais en fait c'est très propre. Hein. Regardez ça. Donc voilà, je vous montre un peu un angle de vue qu'on ne voit pas sur la notice. On a donc bien la nappe qui est pliée et qui fait contact des deux côtés à l'intérieur de ce port. Et bien sûr, on a le lecteur qui va venir se plugger là-dedans et qui lui aussi va faire contact à son niveau. Donc en fait, on récupère, c'est comme si on venait souder plein de fils entre le lecteur et la carte mère, quoi. C'est vraiment bien foutu, c'est bien pensé. Voilà quoi. Donc après, on écrase un peu tout ça. Vous voyez ? On l'écrase. Bon, ça a tendance à ressortir parce que bien sûr là, c'est pas soudé, c'est pas collé. La machine n'est pas encore dessus. C'est pas grave, je vais le remettre. Voilà. Ah, les copains, vous voulez pas souder, mais il faut faire quand même quelque chose. Voilà. Grosso modo, voilà. C'est fini. On n'a plus qu'à tout remonter. Et il faut passer cette petite nappe. Il faut la passer. Ah, par contre, quand on appuie, c'est vrai que ça ressort facilement. Ah, tu vas pas commencer à me gonfler, toi. Ça, pas de souci, ça tient. Par contre, il faut que ça tienne le temps qu'on amène ça. Et surtout, il faut que j'arrive à vous filmer ça. C'est ça le plus tendu. Là. Oui, c'est vraiment le plus tendu, ouais, c'est de laisser le truc dedans, de filmer en même temps. Et vous voyez là, je vais descendre le lecteur en même temps que la nappe, je l'ai laissé sortir là. C'est chaud. Hein. Enfin, c'est surtout c'est chaud de filmer en même temps. Voilà, donc moi c'est reclipsé, en espérant que le port est bien rentré et que la nappe n'est pas sortie avant. J'ai bien ma nappe ici, donc normalement même si je la touche maintenant, elle risque plus de ressortir. On a notre adaptateur ici. Alors dans la démo, ils disent, dans la doc, ils disent de mettre une vis ici. Ça n'a aucun intérêt, mais je pense que c'est pour pas la perdre en fait. Voilà. À mon avis, ça sert strictement à rien, mais c'est vrai que quand on remet ça, on a un trou qui est libre. Donc si on n'avait pas ce petit support bien pensé, la vis on ne saurait pas quoi en faire. Puis si un jour on veut remettre sa console full stock, il nous manquerait une vis. Non, c'est sympa, je trouve que c'est bien pensé. Donc là c'est vraiment ça, c'est de l'impression 3D filament, on voit toutes les petites rainures, les petits... Si jamais à mon avis vous le cassez ou vous le perdez, ça doit être possible de revoir le schéma d'origine pour le réimprimer. Ça c'est une petite impression 3D, on dirait faite maison quoi. Alors je sais pas si ils ont toutes faites maison pour le prototype, mais avec le nombre de bailleurs qu'il y avait, je sais pas combien... Allez voir le crowdfunding s'il est encore ouvert. La somme qu'il a récupéré, le gars, le nombre de commandes qu'il y a eu. Impressionnant. Juste pour les précommandes. Alors, je n'ose même pas imaginer combien il va en vendre après. Bon, après, il va se faire copier. Les Chinois vont sortir leur version pas chère. Je vous ai peut-être pas parlé encore du prix, mais à savoir que on est très loin du petit Picoboot qu'on peut acheter maintenant pour 5 balles.
Là, je crois que c'est, je vais pas dire de bêtises, c'était 60 € la version sans prise, sans la carte réseau. Donc après, on va venir mettre ça là. Forcément, faut que la nappe elle soit du bon côté. Alors, ils te le disent dans la doc, il faut faire attention que, alors c'est très très petit, mais ça doit être levé, hein. La petite barrette noire, pour ceux qui ont déjà démonté un peu des PC portables, des choses comme ça, où il y a des nappes, généralement on a toujours un clips, soit à l'endroit où on met la nappe, soit derrière. Donc là, le fait est que la nappe va venir par devant, là, et que le clip c'est derrière, et il faut qu'il soit soulevé. Là, je sais pas si vous comprenez bien, mais en fait là il est bien donc soulevé. Je vais pouvoir y mettre la nappe. Dans le doute, vous pouvez essayer d'appuyer, de voir quand il est fermé et de le rouvrir. Faites attention, hein, c'est très fragile. Ne faites pas les bourrins avec ce type de pièces. C'est juste pas possible, quoi. Je vais vous faire quelques incrustations des photos qu'ils ont mis parce que là je pense que j'ai du mal à faire le focus au bon endroit. Donc triangle sur la nappe, triangle. C'est bien foutu, vous pouvez pas vous tromper. Ça rentre assez bien. Et on appuie. Normalement, justement, en fermant, c'est là que ça maintient la nappe. Et on voit plus le trait noir, mais on voit plein de petits contacts. La nappe a pivoté un peu vers l'arrière, elle s'est couchée dessus, elle a appuyé sur la nappe. Maintenant, on n'a plus qu'à fixer ça. Si je me suis pas loupé, que la nappe est pas trop courte, on va pouvoir donc fixer notre Flippy Drive juste là, avec les micro-vis qui sont fournis. La vis est à peu près comme une fourmi. C'est assez petit. Voilà, si vous avez des micro-tournevis pour réparation téléphone, n'hésitez pas. Ah, je suis désolé si la vue n'est pas parfaite, que vous voyez pas à 100% super bien, mais c'est déjà super chaud de vous filmer ça. Donc il y a deux vis, un en haut, une en bas. Vous pouvez pas vous tromper, hein, le support a 2 trous. Le Flippy Drive a 2 trous. Bien, je pense que tout est accessible facilement. On va faire la mise à jour par le câble USB. L'entrée est là. Ce sera peut-être un petit peu compliqué, mais ça devrait se faire. Après, c'est vraiment optionnel. On voit qu'on a le petit bouton comme sur le Picoboot, donc je pense que voilà, c'est vraiment... Là, je pense que le mieux, c'est c'est d'approcher la GameCube près d'un PC, de mettre son câble USB, micro USB. C'est un micro USB, ça? Je crois que c'est un micro USB. Peut-être un micro USB-C, je ne sais plus. D'appuyer sur le bouton, mais bon, bref, d'après la doc, on peut faire la mise à jour via la carte SD. Une carte SD qui est atteignable juste ici. Voilà. Là, on a une autre ouverture avec un petit clapet. Donc celle-ci, c'est plus celle qu'on voit sur les PC portables en général. On arrive avec la nappe et on la clipse par-dessus. Je pense que ça, c'est plus pour amener quelque chose en plus. Donc ça doit être sûrement pour amener la carte réseau. Pour le module réseau, je pense qu'il doit venir se clipser là. Ou ils ont prévu quelque chose pour la suite, mais logiquement, je pense que le réseau il doit venir se clipser là. Voilà, donc on a fini, on a quasiment fini. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà la démarrer, une pour voir que ma carte mère que j'avais réparée était bonne, hein, avec ses condensateurs et tout ça. Et deux, je crois que ça nous permet aussi de voir tout de suite déjà si c'est bien, si tout est bien mis. A few moments later. Moment de vérité. Flippy Drive, ouais, bootloader, recovery complète, press start tout continue. Putain, j'ai même pas fait X, j'ai complètement zappé. On est donc là en 1.40, on verra s'il y a une mise à jour à faire. Et oui, bien sûr, je n'ai pas de manette, j'ai pas de port manette. Allez, j'essaie de redémarrer sans appuyer sur X pour voir ce que ça me dit.
Là du coup cette fois ça a démarré normalement. Cubeloader, et ben on est déjà sur Cubeloader. Donc vous voyez, cette interface est à se méprendre à celle de la GameCube normale. Gameplay, alors à savoir que c'est une GameCube japonaise. La carte mère que j'ai changée est aussi de toute façon une carte mère de GameCube japonaise. Et vous voyez mal sur cet écran, mais on est en anglais. Donc premier avantage, déjà vous pouvez acheter une GameCube à 10 balles Made in China et vous n'aurez pas de problème Made in Japan, pardon, excusez-moi. Et voilà. On va essayer de la démarrer en appuyant sur X pour voir ce que ça fait. Donc je vais maintenir X. Je vais appuyer sur Power, peut-être que ça va rien faire. J'aimerais bien que ça m'envoie vers un menu de mise à jour. Voilà, magnifique. Donc on est là, Update, réinstalle firmware, boot onboard doll, pour démarrer sur un homebrew ou un fichier doll, donc c'est un exécutable un peu comme sur un PC. Boot disk drive, boot disk enchance bypass. Ok, on a deux façons de booter sur le disque. Et on va aller voir ce qu'on peut aller faire sur la carte SD. A few moments later. Avant ça, juste une petite pause café, et ça tombe bien parce que mon nouveau partenaire peut justement vous en proposer. Saga Coffee, donc la marque des gamers. Si vous voulez du café, du pur arabica d'Amérique du Sud, n'hésitez pas à aller sur le site, je vous mets le lien dans la description, et avec mon code vintage vous avez 10%. Et Saga est aussi éco-responsable avec des capsules biodégradables et des emballages éco-responsables, comme c'est écrit ici. Donc ce sont deux amis gamers qui ont créé leur marque de café, parce qu'ils kiffaient ça. Donc voilà, du café par les gamers pour les gamers. Je vous invite à aller faire un petit tour sur leur site, et pourquoi pas passer commande bien évidemment. N'oubliez pas mon code vintage pour avoir 10%. Allez, on retourne au tuto. Allez, de retour sur le PC, on va donc préparer la carte SD, donc formatage. Les créateurs de Flippy Drive conseillent de passer en exFAT. Alors bien sûr, on peut toujours être en FAT32, mais l'exFAT, ils expliquent que c'est plus récent, c'est une technologie, c'est mieux que FAT32 pour eux. Donc pourquoi pas. Je vais redescendre un petit peu quand même en 64 kg. Voilà, de toute façon, dès que vous passez les 32 Go, vous pouvez plus faire du FAT32 avec Windows. exFAT, hop, on va tester. Formatage terminé, ok. On va faire un petit tour sur le site de Flippy Drive. Donc on a fait toute l'installation, on voit donc carte SD. Ils nous conseillent de mettre exFAT. Ils disent que pour l'instant on met tout à la racine de la carte SD, que par la suite on pourra avoir des répertoires, des choses comme ça, mais là on en est qu'au début. On peut donc mettre du ISO, du GCM ou du FDI, mais dans tous les cas, même si on pose du GCM ou des NKit files, il faudra les renommer quand même ISO pour qu'ils soient lisibles. Donc là on sent vraiment qu'on est au début ça fait déjà un moment que le projet est en cours, mais je veux dire que c'était commercialisé, on est quand même vraiment tout au début de l'utilisation pour les gens comme nous. Usage, blablabla, startup, donc là ce qui vous disait le date mode, comme je vous disais, le X au démarrage si vous voulez aller sur le menu spécial pour mettre à jour. Les deux modes pass-through ou enhanced, donc enhanced ou pur. Donc avec R, on maintient R au démarrage, on va pouvoir utiliser les disques physiques, mais avec quand même un région free. Donc là moi j'ai une GameCube japonaise, donc logiquement je peux jouer que des jeux Jap en original. Là on a maintenant R, je vais pouvoir lancer des originaux européens, américains. Ou sinon L, on est en pur pass-through, et donc là on est complètement sur le disque drive et normal, comme s'il n'y avait pas de Flippy Drive. Donc si je fais L au démarrage, j'ai une GameCube normale sans Flippy Drive. Là en l'occurrence pour moi je suis sur une japonaise, donc je pourrais jouer qu'à des jeux japonais. Si vous avez une européenne, vous pourrez jouer qu'aux européens. Donc voilà, donc je pense que le mieux c'est quand même de ne pas utiliser son lecteur, parce que l'air de rien, on utilise le lecteur, on l'utilise, on le fatigue. Et deuxièmement, faut pas oublier qu'à chaque fois que vous mettez un CD dans le lecteur, qu'il est lu, il y a le laser qui va
un petit peu brûler votre CD. Alors bien sûr, hein, j'utilise des grands mots, c'est pas de la brûlure, sinon au bout de 10 fois on pourrait plus lire son jeu, mais de mettre ses CD dans son lecteur, ça abîme ses CD. Voilà, donc de toute façon avec les temps de chargement et tout, je vois pas l'intérêt d'utiliser le lecteur. Bon, maintenant si vous avez envie d'utiliser le lecteur, écoutez, vous pouvez soit en région free, soit en totalement normal. Software update, donc là j'étais content et déçu en même temps. Je vous disais que j'avais envie d'aller voir s'il y avait plus récent qu'un 1.40 et non, en fait c'est la dernière version, la 1.40, donc je suis déçu parce que il n'y a pas de mise à jour à faire, mais je suis content parce que écoutez, ça veut dire qu'on a la dernière version et que pour l'instant ça marche bien. Ils n'ont pas eu besoin de faire de patch day one comme sur les jeux vidéo d'aujourd'hui. Vive le rétro. Ça date du 13 janvier, donc ils ont mis la 1.40 dans la version que j'ai reçue là début février. On avait donc la 1.40 et pour l'instant il n'y a pas eu de mise à jour. On peut revenir en arrière, hein, regardez. 1.40, il y a eu 20 relasses quand même, hein. Il y a eu 1.34, il y a eu tout ça, tac tac tac, voilà, désolé, installation, blablabla, tout ça, ils expliquent aussi par USB, fast mode, apparemment il y a un utilisateur de backup intégré, donc si vous mettez un jeu original, de ce que je comprends en diagonale, vous pouvez backup votre jeu vous-même, top. Faire ces backups de jeu, c'est 100% légal. Et de les utiliser, c'est de cette manière-là que normalement tout le monde devrait utiliser son Flippy Drive ou son Pico Boot, etc. etc. Je crois que je suis peut-être passé trop vite, je sais plus. En tout cas, si on veut, on peut lancer un DOL en automatique au démarrage. C'est peut-être plus loin. Où c'était avant, Startup, blablabla, X, R, L, normal mode. Oui voilà, non c'est là, je suis allé un peu vite. Si vous voulez, vous pouvez lancer un programme au démarrage en l'appelant boot.dol. Par exemple, si vous voulez continuer à utiliser Suisse, par exemple, puisque avec Suisse vous pourriez lancer des émulateurs, des choses comme ça. Là, le Flippy Drive pour l'instant il est là surtout pour les backups. Parce qu'on voit qu'il est quand même limité en termes de fichiers qu'il peut lancer. Et que même ces fichiers-là, il faudrait les renommer ISO pour qu'ils soient fonctionnels. Donc on est un peu au début. De ce que je comprends, là on pourrait pas lancer un .dol, à part si c'est un boot.dol. Vous renommez votre logiciel en boot.dol au démarrage. Il est capable de lancer n'importe quel dol, mais je trouve ça un peu bizarre. Mais bon, soit. Il ne lit pas aussi dans les répertoires. Donc pour l'instant c'est tout à la racine. Configuration du file, la configuration ini, pour avoir déjà utilisé QBoot sur un Pico Boot, c'est le fichier qui vous permet de donner des informations comme par exemple la couleur du logo au démarrage que je kiffe tant. Donc on va faire ça, on va faire un config ini sur la carte SD, copier, on va sur notre petite carte SD, on va faire nouveau fichier, on fait un fichier texte, hein, config.ini. Donc pour l'instant on va laisser le mot TXT, même pas, on va mettre config.ini et on l'ouvre. Notepad++. Donc là on va coller, j'ai fait un copier du texte, et là je fais un coller, donc CTRL-C, CTRL-V, sinon bouton droit copier, bouton droit coller, et on voit les options. Donc dans ces fichiers ini on a toujours des explications en vert, hein, il y a des hashtags devant, avec tout ça ce n'est pas lu par le programme, c'est simplement des informations pour l'utilisateur. Si vous voulez, vous pouvez les traduire en français, du moment que vous laissez les hashtags pour fermer les... Vous mettez les hashtags devant. À partir du moment où on enlève un hashtag, ça veut dire que c'est une ligne qui est à lire. Ça poserait problème. Donc on a le mode normal ou bypass. Donc bypass, libre à vous de le traduire. Bim, bam. En choisissant bypass, vous démarrez toujours à partir du lecteur de disque, sauf si vous maintenez X enfoncé, auquel cas vous pourrez choisir entre QBoot, Suisse, etc. Color, moi c'est ça qui m'intéresse, c'est de mettre une couleur. Donc au démarrage, vous savez, le logo c'est le G qui est au démarrage, le GC GameCube, le logo GameCube qui est normalement violet, mais là vous pouvez choisir sa couleur. C'est pas magnifique, l'option vraiment ultime. Vous pouvez mettre Suisse, c'est l'obligé de démarrer sur Suisse, vous pouvez forcer le Progressive Scan. Vous pouvez donner un délai pour la configuration initiale de GC vidéo. Là je vais mettre 1. C'est vrai que 1000, pardon, une seconde. C'est en millisecondes, hein, donc 1000.
Et j'ai remarqué que quand on a ces vidéos, du coup, des fois, comme il met pas une seconde à démarrer, j'ai ces vidéos, c'est le bloc, le petit truc que je mets à l'arrière de la console qui me permet de sortir en HDMI. Je vous conseille vraiment d'acheter, hein, c'est vraiment top. C'est vrai qu'il y a une petite seconde et ça fait que souvent on voit que la fin du logo. Une fois j'avais vraiment du mal à capturer le fait que j'avais mis un logo vert. Vous savez, sur la GameCube Press Start, j'avais mis donc ce Cube Boot, cette partie du Cube Boot qui était disponible pour changer le logo au démarrage, et j'avais mis vert et on voyait que la fin du logo, c'était chiant. Donc là je vais mettre une petite seconde de délai, comme ça avec un peu de chance on verra la couleur. Et là on est sur du network derrière pour activer, mettre une adresse IP du serveur, un nom de SSID, le nom de votre Wi-Fi et le password de votre Wi-Fi ou network key. Ouais, c'est forcément le code du Wi-Fi. On va juste mettre une couleur. Donc c'est en hexadécimal la couleur. Pour aller chercher, je vais sur Photoshop, mais vous pouvez aller sur n'importe quel site web. Et je fais genre, voilà, je clique sur les couleurs. Et donc là, ça me permet d'aller chercher n'importe quelle couleur. Donc comme on est sur le projet Pikachu, si je veux pas y revenir plus tard, je vais essayer de trouver un joli jaune. Alors c'est un peu compliqué, des fois il faut y retourner à plusieurs fois, parce qu'entre le jaune que vous choisissez sur votre écran et le jaune qui est sorti par la carte graphique de la console, plus le jaune qui est affiché du coup sur votre écran, CRT, LCD, plasma, autant vous dire que cette couleur que vous regardez à l'instant T ne sera pas celle qui aura sur votre écran. Donc là pour l'instant je vais prendre un joli jaune Pikachu, mais il y a de grandes chances que je sois obligé de le changer parce qu'il sera trop pâle, parce qu'il sera trop orange, parce qu'il sera trop ceci ou trop cela. Voilà, code couleur, et on le met ici. Voilà. Je vais même le mettre en majuscule, et puis voilà. Ensuite, eh bien, donc on vérifie bien qu'on l'a appelé Configini, qu'il n'y a plus le TXT à la fin. Si vous n'avez pas les extensions que vous ne savez pas, faut faire afficher, afficher et extension et nom de fichier. Si vous ne les mettez pas, vous ne savez pas l'extension de votre fichier. À part sur le Windows, un endroit ça peut être marqué fichier texte ou fichier ini, et du coup vous savez, mais pour pouvoir le modifier, du coup il faut bien qu'elle soit affichée. Ça c'est fait. Game Compatibility, donc là vous avez une liste des jeux qui ont été testés par l'équipe. During install, ça c'est ce qu'on a fait au début, le premier boot, X, tout ça, blablabla. Général paramètres, gameplay network, tout doux à faire, to-do list. À l'heure actuelle, donc, il n'y a pas toutes les informations sur le Wi-Fi et sur la possibilité d'envoyer via le serveur. Il y a les points exe et tout pour faire le serveur sur le PC, mais il n'y a pas encore tous les paramétrages pour l'application. On verra ça dans une prochaine vidéo. À mon avis, niveau carte réseau, ça va être cool ce qu'on va pouvoir faire. En plus avec celui qui a fait les cartes réseau à moindre coût. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui une carte réseau GameCube, c'est la dernière fois que j'ai regardé c'était 80 € il y a plusieurs mois. Ça vaut la peau des fesses. Attention à ne pas me confondre avec le modem qui lui coûte moins cher, mais il doit être à 30-40 balles je crois. Les cartes réseau c'est facile, 80 balles, voire plus, c'est l'enfer. Et quand vous voulez relier deux GameCube pour jouer à 8 à Mario Kart, et ben il vous faut deux cartes réseau et ça vous coûte bonbon. Heureusement il y a j'ai perdu son nom, mais celui qui a fait justement les modes GameCube là, qui a fait les cartes réseau compatibles avec des cartes réseau pas chères. Sauf que la dernière fois que j'ai regardé, ça fonctionne avec la GameCube, ça me fonctionne déjà avec Suisse, mais avec les homebrew, et ça marchait pas encore avec les jeux commerciaux, donc on pouvait pas relier de GameCube et jouer à Mario Kart à 8. Si entre temps ça fonctionne, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, même si vous la voyez cette vidéo dans 1 an, dans 2 ans, s'il y a une solution, et ben dites-le moi dans les commentaires, peut-être que j'aurais pas eu le temps d'aller voir ça. Développeur info, API, blablabla, et tout ça, il n'y a plus rien d'intéressant, on est au bout. Donc tout ce qu'il faut faire maintenant, bah écoutez, c'est rajouter des jeux. Donc là, je vais rajouter mon petit Soul Calibur 2. Ouais, je vais juste le renommer un petit peu, c'est un petit peu dégueulasse comme nom là. Et bah allez, on se retrouve sur la GameCube. Alors bah la GameCube elle est à l'atelier, je vais pas m'embêter à rebrancher la capture vidéo ici, je vais retourner à l'atelier pour le petit test. Bon, je vais filmer l'écran normal, hein. Vous m'en voudrez pas. A few moments later. Alors donc de retour sur la GameCube.
Alors, comment on met la carte SD? Généralement, le port SD est soudé sur la carte mère comme ça, donc on doit mettre le côté où il y a les contacts, côté carte mère. Logiquement. Hop, on entend un petit cliquetis. Clic. Oh. Bon, let's go. J'ai remis le capot pour simplifier la mise d'un disque, pas avoir à appuyer derrière. On va se tester un petit jeu Jap, un petit jeu Europe pour vérifier le région free. Alors, démarrage normal. Quand je laisse le capot ouvert. Donc là, ça démarre bien sur le bootloader. On a bien le logo qui est jaune. Et on arrive directement sur Cube Bootloader. Et on voit qu'on a bien l'ISO sous le calibre donc, que j'ai mis sur la carte SD. On va la lancer. Ouais, on a vraiment un menu comme si c'était le lecteur de la GameCube. Ah. J'ai mis aussi le BIOS en français. Je vous ai pas montré, mais il y a la petite... Dans les options, on peut choisir mieux que anglais. On peut choisir sa langue. Donc il y a français, anglais, espagnol, néerlandais, allemand. Et bien sûr, le jeu marche parfaitement. Ok, bon, je passe, on va pas regarder toute la démo. Il faudra faire tout un stream là-dessus. Start. Vous voyez aussi dans le menu, donc on a les options où on a donc son stéréo, mono. On peut choisir la position de l'écran et vous voyez dans les langues, comme je vous disais juste avant, on peut choisir la langue que l'on préfère. Ça c'est plutôt cool. Et alors maintenant, on va tester la fonction de lecture du disque avec ou sans région free. Donc comme c'était écrit dans la doc, hein, soit avec L, soit avec R. Alors il se trouve que la carte mère que j'avais dans la console, je croyais que c'était une japonaise, mais je l'ai changée. Dans mon stock, j'avais une PAL. En fait, ma carte mère est une PAL. Donc on va voir que quand je vais mettre un jeu PAL en mode normal, il démarrera, et en fait le jeu Jap ne démarrera pas. J'ai cru que c'était l'inverse, mais en fait non. J'avais qu'une carte mère PAL dans mes cartes mère d'occasion. C'est celle-ci que j'ai prise. Alors là, il faut éteindre la console. On peut pas, quand on fait reset, ça relance la console dans le même mode qu'elle est déjà. Donc là, j'ai pris un petit Metroid Jap. Hop. Donc, on va appuyer sur R pour démarrer. On entend le disque qui se met en route. On avait bien le logo en couleur jaune, donc ça veut bien dire qu'il y a quand même le cube boot qui était là. Donc logiquement, là, on est en free zone. Et donc le jeu va démarrer, malgré que ce soit un jeu japonais. Sur une carte mère PAL. Hein. Parce que ouais, depuis tout à l'heure, je vous dis que la carte mère était japonaise, mais je me suis trompé. Voilà, on a donc bien notre Metroid japonais qui se lance. Donc, je vous rappelle, c'est démarrage avec R. Donc démarrage avec R, ça prend en compte le cube boot en free zone. Maintenant, on va faire l'inverse, on va démarrer avec L. Et là, vous allez voir que du coup, ça bypass complètement le cube boot. Et donc, ça démarre la console normalement. La carte mère étant une Europe, le jeu ne va pas se lancer, il va me dire qu'il peut pas. Hop, power. Le logo d'ailleurs ne sera plus jaune vu qu'il n'y aura plus de cube boot, il est violet. Alors vous voyez pas bien la console, mais il est violet. Donc la console est en total original là. Et donc il me dit que la lecture du jeu n'est pas possible. Puisque carte mère Europe. On va faire l'inverse. On va donc prendre le jeu Europe. Donc là j'ai pris la Soul Calibur, le fameux Soul Calibur qu'on jouait il y a 2 secondes, en ISO. Là dans tous les cas, il va passer puisque c'est une carte mère Europe en fait. Donc là vous voyez, je vais mettre en mode console normale. C'est là qu'on va bien voir que c'est une carte mère pâle. Le logo est violet.
le disque tourne et hop, accès en cours, ça me dit que j'ai pas de memory card, blablabla, et ça lance le jeu. Donc voilà, carte mère pâle, jeu pâle, forcément ça marche. Et on peut faire le test avec le Picoboot en FreeZone, mais bien sûr, vu que c'est en FreeZone, ça va fonctionner aussi dans FreeZone, quelle que soit la version de votre jeu, de toute façon, ça fonctionnera. Donc, écoutez, voilà, c'est vraiment super intéressant. Là, vous voyez, le petit défaut qu'on peut s'apercevoir tout de suite, c'est que la console est fermée. Vous n'avez plus accès à votre carte mémoire, et donc, le seul moyen, ça serait de démonter la console. Heureusement, ils ont mis, du coup, ce module Wi-Fi à l'intérieur. Et grâce à ce module Wi-Fi, on va pouvoir se connecter du PC. On va pouvoir utiliser le logiciel serveur et donc télécharger nos ISO directement du PC à la console. Ça, c'est vraiment génial. Juste dans cette vidéo, écoutez, je peux pas vous le montrer parce que tout simplement, j'ai fait un ou deux tests comme ça, j'ai pas trop compris comment ça fonctionnait. Ça ferait une vidéo très longue et j'ai regardé un peu de partout, même sur Reddit et des choses comme ça, il n'y avait pas trop de réponses, les gens s'interrogent un peu. Si j'avais cherché tout le week-end, je suis sûr que j'aurais trouvé, il y a forcément la réponse quelque part, ou sur le Discord de l'éditeur, mais bon. Ça fera le sujet d'une autre vidéo. Et puis jeudi, cette GameCube, on va la voir et la revoir. Le plus important, donc, si vous avez vu les principales fonctionnalités, c'est vraiment un produit exceptionnel qui est vraiment génial avec son petit module Wi-Fi. Là, c'est vraiment top. L'interface qui est top, le Free Region, le dézonage de zone. Et puis, par la suite, tout ce qui va en découler, le module Ethernet, des choses comme ça. Et principal avantage pour certaines personnes, c'est avec zéro soudure. Ouais, vous prenez votre tournevis, vous ouvrez la console, vous pluguez la nappe, vous remettez deux vis sur la petite carte sur le côté, boum, vous refermez. Vous avez une console qui est au top de ses performances, de tout ce qu'elle peut faire. Tout ça sans soudure, avec quelques vis en fait à enlever. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions ou à me dire votre ressenti en dessous en commentaire. Et puis abonnez-vous pour la suite des aventures de notre super Flippy Drive et du futur mode Pikachu. Allez, ciao les potos, bye bye.